par François Bayrou. Presque tous les jours, les puissants paraissent avoir tout oublié de quelque chose qui est très simple, qui est l'éducation civique, l'exemple civique, dont, même s'ils l'ignorent, ils ont en réalité la charge, et d'avoir organisé ces journées était pour nous, d'une certaine manière, la preuve par l'exemple qu'on peut faire de la politique. Je ne veux pas dire autrement parce que personne, enfin tout le monde affirme vouloir faire de la politique autrement, mais faire de la politique plus haut, en tirant plus haut les débats politiques. J'écoutais le débat de ce matin et je me disais, il n'y a aucun autre parti politique français, non pas qui puisse organiser ce type de débat, mais qui le trouve suffisamment important pour le placer en clôture de ces journées d'université de rentrée devant l'ensemble c'est dire que nous ne le considérons pas comme accessoire, mais nous la considérons, cette réflexion, cet approfondissement comme principal dans notre action. Et cela suffit à nous singulariser. J'ai donc des remerciements à transmettre. Je veux remercier d'abord ceux qui ont fait le travail. Alors je salue et je vous demande d'applaudir Pierre-Emmanuel Porteret, Delphine Sémavoine, le personnel du VVF Bellambra où nous sommes. C'est un VVF au moins? Je ne suis pas sûr. Ça ne s'appelle plus. Bon, enfin bref, c'est Bellambra où nous sommes, dans ce cadre extraordinaire de la presqu'île de Gien dans le Var. Je veux remercier la nouvelle équipe que nous vous avons présentée hier, solide et organisée, à l'image de ces shadow cabinets britanniques, dont l'existence même dit qu'une relève se prépare. La signification, la mise en place d'une équipe comme celle-là, ça dit une relève se prépare. Et ça dit un autre projet est possible, comme Marielle de Sarnez l'a dit en conclusion de la matinée d'hier. Pour nous, la création de cette équipe signifie que la politique, ce ne sera plus jamais, pour nous, s'occuper des problèmes des politiques, mais s'occuper des problèmes humbles et concrets de la vie des familles et des concitoyens que nous sommes. Je veux remercier ceux qui ont animé des dizaines d'ateliers qui n'ont pas désempli, cependant que les séances plénières elles-mêmes étaient pleines jusqu'à la porte. Donc je remercie ceux qui ont animé ces ateliers, tous ceux qui sont venus conduire avec nous les débats passionnants, intéressants, quelquefois époustouflants, pédagogiques de ces 3 jours. Et à l'usage de ceux, notamment de l'autre côté de l'écran, qui n'ont pas pu assister à tout et qui nous suivent ce matin sur les chaînes d'information, qui auront donc rétrospectivement l'eau à la bouche, je signale que les noms que je vais citer, ils peuvent les retrouver sur notre site internet en intégralité, Mouvement démocrate en un seul mot et sans accent.fr. Alors je remercie tous ceux par ordre d'entrée, j'allais dire en ondes, par ordre d'entrée sur le site, Jean-Paul Delevoye, médiateur de la République, Jean-François Mattei, président de la Croix-Rouge française, qui sont venus débattre avec nous de cette France qu'on ne voit pas, la France des laissés pour compte. Jean Arthuis, président de la Commission des finances du Sénat, Henri de Bodina, économiste et président d'un fonds de private equity, comme on dit, Elisabeth Lulin, présidente de Paradigme et compagnie et membre entre autres de la commission chargée de la définition du grand emprunt. Ils sont venus nous parler de l'état réel de l'économie et des enjeux aujourd'hui. Danielle Karniewicz, que je veux remercier particulièrement parce que c'était formidable, présidente de la Caisse nationale d'assurance vieillesse, chargée donc des retraites des Français. Jean-Christophe Ruffin, qui est venu partager avec nous son expérience multiple. C'est le Benjamin des immortels de l'Académie française, prix Goncourt et prix Renaudot. Luc, si tu entres à l'Académie française, tu auras tout de même 6 mois de plus que lui. Et puis, qui a été successivement ces dernières années, il est médecin, comme vous savez, président d'Action contre la faim, et puis ambassadeur de France au Sénégal.
Jean Peyrelevade, notre ami, qui est venu comme économiste et comme citoyen réfléchir avec nous à la croissance, au déficit et à la dette. Éric de Montgolfier, procureur de la République à Nice, et Francis Teitgen, avocat et ancien bâtonnier au barreau de Paris, qui sont venus débattre de justice. Jean-Pierre Rioux, le grand historien, qui est venu nous proposer un panoramique de ce que la tradition du centre a apporté à la République. Ceux qui sont venus hier soir au nom des grandes sensibilités philosophiques et religieuses, participer à notre réflexion, je crois que c'est un débat que beaucoup n'oublieront pas, participer à notre réflexion sur les valeurs de la société française, ensemble ou séparés. Frédéric Leichter-Flack, universitaire et spécialiste de la pensée juive. Le père Laurent Lemoine, dominicain, philosophe, psychanalyste, rédacteur en chef de la revue d'éthique et de morale. Raleb Benchir, physicien, président de la Conférence mondiale des religions pour la paix et présentateur de l'émission Islam le dimanche matin sur France 2. Jean-Luc Mouton, directeur de la revue Réforme. Et Jean-Michel Quillardet, précédent grand maître du Grand Orient de France. Et ce matin, vous l'avez entendu, autour des questions « Quelle valeur pour quel changement ?» Vous avez entendu Luc Ferry, philosophe et publiciste, ancien ministre de l'Éducation nationale et entre autres éditorialiste au Figaro, Jean-Claude Casanova, président de la Fondation nationale des sciences politiques et directeur de la revue Commentaire, et Jean-Baptiste de Foucauld, qui a été commissaire au plan et qui préside la commission démocratie et spiritualité. Et Francesco Rutelli vous adresse ses amitiés. Je l'ai eu encore au téléphone pendant le débat. On a essayé de faire une liaison par Internet et on n'était pas tout à fait prêt à le faire. Il vous dit, par mon intermédiaire, comment une force nouvelle en Italie, une force nouvelle au centre, le troisième pôle, comme il l'appelle, est en train de transformer le paysage politique italien, bouleversant le paysage politique antérieur bipolarisé, et de l'autre côté des Alpes est en train donc de défricher un chemin que pour notre part nous défrichons en France. Et si j'ai voulu remercier ainsi devant vous chacun de ceux qui se sont exprimés ici à Gien durant ces 3 jours, ce n'est pas seulement par reconnaissance, c'est pour montrer l'idée que nous nous faisons du débat civique. C'est pour dire ceci. Pendant que de tous côtés on semble s'ingénier à déraper et à débloquer sans contrôle, dans une espèce de débordement frénétique d'excès en tout genre, et d'abord dans les mots, nous croyons qu'on peut tirer le débat, la réflexion, la conviction, non pas vers le bas, mais vers le haut. Et nous affirmons même que tirer vers le haut, en éducation comme en politique, c'est la vocation même des citoyens et particulièrement des citoyens engagés. Et enfin, je veux remercier parmi vous ce matin les plus de 1000 participants à cette université de rentrée, plus de 1000 participants payants, parce qu'en tant que parti, nous ne sommes pas riches, mais nous sommes libres, parce que pour avoir les moyens de cette liberté chez nous, tout le monde participe à la mesure de ses moyens, et cela aussi, c'est du civisme et de la solidarité. Permettez-moi enfin d'avoir une pensée particulière pour les militants et les cadres du Var, et puis de l'ensemble de la région, que Jean-Luc Benamias et Christophe Madrol et d'autres animent avec enthousiasme. Saluer la présence de François Carasson, premier adjoint de la ville de Hyères, et son épouse d'ailleurs qui est avec lui. Et puis avoir une pensée particulière, parce que les événements s'effacent trop vite, pour les victimes, 25 morts, et les sinistrés varois, suite aux inondations du 15 juin dernier. Merci à tous du fond du cœur. Chers amis, dans la vie d'un courant politique, il y a des moments qui ne sont pas faciles. Nous en avons connu, rencontré, plus que d'autres sans doute.
Parce que la tâche de ceux qui veulent changer le monde est plus difficile que la tâche de ceux qui s'accommodent du monde comme il est et qui se faufilent simplement pour s'y faire leur place. Nous n'avons jamais failli, nous n'avons jamais changé de cap, nous n'avons jamais changé de repère et nous n'avons jamais plié. Nous n'avons jamais manqué à nos convictions, nous avons résisté aux orages quand il pleuvait éventait, sous l'averse et sous la rafale, sous le blizzard, comme auraient dit les anciens, sous l'aquilon et même sous le mistral. Nous avons conservé intacte la conviction qui nous porte parce que nous savons que c'est la seule qui peut changer en effet, effectivement, les choses. Alors, comme chacun d'entre vous l'a éprouvé, ça n'est pas toujours amusant, mais parfois c'est assez drôle. Par exemple, aujourd'hui, avoir la multiplication des vocations de centre, comme ils disent. C'est comme dans le Cid. Nous partîmes 500 et par un prompt renfort, nous nous vîmes 3000 en arrivant au port. Et que dis-je 3000 ? Pour le coup, ils sont, semble-t-il, beaucoup plus de 3000, ceux qui disaient le centre, ça n'existe pas, qui sont donc en conséquence allés se réfugier sous l'aile généreuse et méprisante du pouvoir, bienveillante en prébande, généreuse en prébande, mais méprisante dans le fond. Ceux-là qui ne juraient que par centre droit, par exemple. Ce serait la même chose si c'était centre gauche. Manière que l'adjectif démente le substantif, que l'adjectif dise le contraire du nom. Parce que si vous êtes centre, c'est que vous n'acceptez pas que le monde se résume à la lutte droite contre gauche. Donc quand vous dites centre droit, ça serait la même chose que centre gauche, alors vous dites blanc noir ou noir blanc. Dans le non centre, vous dites non au bipartisme, et dans l'adjectif droit, vous dites oui, dans le non, vous résistez, et dans l'adjectif, vous signez la capitulation. Nous pensons, croyons et affirmons que le centre doit être indépendant, qu'il peut nouer des partenariats, mais qu'en tout état de cause, il refuse la dépendance. Et d'ailleurs, il est impossible de suivre à la fois le chemin de la dépendance et le chemin de l'indépendance. Il y a un proverbe africain formidable que Jean-Christophe Rufin a placé au début de son dernier livre qui vient de sortir et qu'il nous a cité l'autre soir. C'est un proverbe merveilleux qui dit « Même si le chien a 4 pattes, il ne peut pas suivre 2 chemins à la fois. » Eh bien, je vous le dis, on ne peut pas suivre à la fois le chemin de la dépendance et le chemin de l'indépendance. On ne peut pas suivre à la fois le chemin du pouvoir et celui de l'alternance. On ne peut pas suivre à la fois le chemin des intérêts en place et celui du mouvement qui veut le changement. Et c'est pourquoi il y a un message très simple à adresser à tous ceux qui veulent, prétendent, souhaitent, appellent à des rassemblements au centre, c'est prenez d'abord votre indépendance et quand vous l'aurez prise, à l'instant même, vous entrerez naturellement avec nous dans un partenariat et ce partenariat sera fructueux pour le pays. L'été que nous venons de vivre a été, pour beaucoup de ceux qui hésitaient ou doutaient ou ne savaient pas exactement où on en était, une révélation. Ça évoquait pour moi le titre de ce film sombre de Becker qui, au début des années 1980, a reçu une moisson de César, dont celui du meilleur scénario. Et le moins qu'on puisse dire, c'est que le scénario de l'été 2010, l'été meurtrier de 2010 du point de vue politique,
ne mérite pas cette distinction. Et donc je vous propose de relire ce qui s'est passé pendant l'été. Tout a commencé, me semble-t-il, en fait, par un accident. Et réellement, le plus improbable des accidents, c'est l'accident de l'affaire Bettencourt. Et le choc de cet accident sur la réforme des retraites. Je pense qu'il y a beaucoup à réfléchir sur le hasard en histoire. Et même d'un hasard incroyable, parce que qui aurait pensé qu'un maître d'hôtel, en service auprès de la plus riche des dames âgées françaises, à la tête d'une fortune qu'il est impossible même d'imaginer. Qui aurait pensé que ce maître d'hôtel se mettrait en tête d'enregistrer secrètement ses conversations avec ces hommes d'affaires sur fond de conflits familial et de captation de bienveillance au moins, avec des soupçons de détournement d'héritage et d'abus de faiblesse, de milliards distribués à des favoris flamboyants, tous les ingrédients, au fond, d'un Balzac et d'un Chabrol, et que cela entrerait en collision avec la réforme des retraites. Qui aurait pensé ça? Le romancier qui aurait voulu écrire ça, naturellement, il aurait été considéré par tout le monde comme absolument improbable. Et à cette occasion, parce qu'il faut toujours regarder derrière les choses, succession des événements, des révélations, des documents, tout ça, vous l'avez vécu presque au jour le jour. Mais on a découvert deux choses qui étaient également dangereuses pour le pouvoir actuel. La première, la plus apparente, ce sont les liaisons dangereuses. Liaisons dangereuses entre le monde des gouvernants et le monde de l'argent, les connivences, les services réciproques, l'organisation de financement systématique à la marge de la loi, les micro-partis qui servent à drainer ces financements et donc à tourner l'esprit de la loi. De ces liaisons dangereuses, ce qui est incroyable et stupéfiant, ce n'est pas qu'ils les aient nouées, puisque depuis la première minute, ils avaient fait un système de réhabiliter la place de l'argent dans la société française, mais c'est qu'ils n'aient pas vu les dangers et les risques que cela présentait pour eux-mêmes. C'est qu'ils n'aient pas vu ni compris combien, même découvert, il est corrosif et dangereux de s'exposer à ces liaisons dangereuses. C'est qu'ils ne comprennent pas qu'on est dans le risque de prise illégale d'intérêt dès lors, et si vous voulez bien y réfléchir, le risque de prise illégale d'intérêt et la prise illégale d'intérêt, c'est très très proche, y compris dans la loi. Si on avait le temps, je le défendrais juridiquement l'un de l'autre. Donc, dès lors qu'on mélange sa fonction avec les services rendus petits ou grands, à ceux rendus ou reçus, petits ou grands, à ceux que l'État vous donne fonction de surveiller. Et donc, il n'est qu'une attitude saine, une attitude républicaine. C'est le mur de verre entre les intérêts privés et l'intérêt public. La distance, l'éloignement, l'étanchéité entre la fonction d'État et les grands obligés et les grands dépendants de la surveillance de l'État. Premier danger, premier risque et pour nous, première leçon. Et puis le deuxième danger, à cette occasion, subrepticement, se trouve dévoilée une des plus grandes supercheries du régime. Tout d'un coup, au vu et au su de quiconque veut bien prendre une calculatrice ou calculer de tête sans qu'il soit besoin d'être polytechnicien ou inspecteur des impôts, tout d'un coup se découvre la vraie nature du bouclier fiscal, se découvre la vraie dimension et la réalité de la vraie rupture d'égalité, de l'injustice qu'on inflige aux, si j'ose dire, les plus riches. Car d'un coup, même si on en a fort peu parlé, finalement est apparu avec certitude que Madame Bettencourt, avec son cortège de milliards, était, et de loin, moins imposée proportionnellement qu'un petit fonctionnaire ou qu'un cadre moyen, et même moins imposé qu'un smicard. En effet,
toutes taxes comprises, CSG, plus CRDS, plus impôt sur le revenu, plus impôt sur la fortune, après déduction du bouclier, du chèque rendu par le bouclier fiscal, eh bien on arrive à moins de 10% en paiement en taxes et en impôts des revenus déclarés, ce qui signifie évidemment que le syndicat des intérêts a imposé en France quelque chose qui n'existait pas. Je connaissais pour ma part deux sortes de fiscalité, deux sortes d'impôts. La fiscalité plate, comme on disent les Anglais, flat, la fiscalité la même pour tout le monde, proportionnelle, identique pour tout le monde, 10 ou 20% des revenus prélevés sur tout le monde, premier type de fiscalité. Et puis on avait inventé avec la République la fiscalité progressive, ceux qui gagnent plus paient plus que ceux qui gagnent moins, et on vient d'inventer là, grâce au bouclier fiscal, la fiscalité dégressive, où ceux qui gagnent plus paient moins que ceux qui gagnent le moins dans la société française. Alors toujours le scénario de l'été. Le pouvoir naturellement était perturbé et inquiété par cette cascade de révélations. Et il y en avait une tous les jours. Et donc il a cherché un sujet bon pour lui, présumé bon pour lui, vers lequel faire dévier le projecteur. Il a cherché un dérivatif. Alors il y a eu Grenoble, les incidents de Grenoble, avec pour la première fois de la part d'un responsable en fonction de la République française, je ne dis pas d'un leader extrémiste, mais pour la première fois, le choix stratégique d'écrire un signe égal entre immigration et délinquance, un signe égal entre immigration et insécurité. Et cela, le discours de Grenoble, personne avant Nicolas Sarkozy et ses équipes n'avait choisi ou accepté de le faire dans la République française. Pour nous, en tout cas, ça a été quelque chose de lourd à découvrir, que ce choix, qui était fait naturellement, vous voyez très bien pourquoi, et tout le monde voit très bien pourquoi. Et puis, aussitôt après, il y a eu, après cet épisode malheureux et tragique de la mort d'un jeune dans le département du Loir-et-Cher, Jacqueline, il y a eu cette attaque de gendarmerie de la famille de ce garçon très ému, indigné, et c'était pas bien, naturellement, mais à partir de là, on a bâti la politique, ou en tout cas l'affichage de la politique sur les Roms. Alors je voudrais vous dire, si vous voulez bien, un mot des Roms. D'abord en recherchant la clarté. Pour ceux que le sujet intéresse et qui suivent les blogs, il y a un article formidable d'un blogueur que je considère, moi, comme sortant de l'ordinaire, dont j'ignore absolument qui c'est, qui est un juriste, un avocat qui s'appelle Maître Eolas. Ceux qui connaissent, cherchent Maître Eolas sur leur moteur de recherche découvriront sur le problème des Roms un article extrêmement bien fait. Alors je ne sais pas qui c'est, mais s'il m'écoute, je lui adresse mon salut. Alors je dis d'abord la clarté. Il y a les gens du voyage, comme on dit. Ils sont français depuis des générations, souvent depuis bien plus longtemps que ceux qui les stigmatisent aujourd'hui, mais ils ont la route dans le sang. C'est leur tradition et c'est leur culture et ils en ont le droit. Leurs économies, quand ils en ont, ils ne les mettent pas comme nous dans le pavillon ou dans l'appartement, comme nous qui sommes des sédentaires, ils les mettent dans la caravane et dans la voiture. Et voilà la réponse à la question de tous ceux qui disent « mais ils ont des voitures formidables et des caravanes formidables ». Je ne suis pas en train de décrire un monde idéal. Je suis l'élu d'une communauté comme celle-là et je sais très bien les maires, les difficultés qu'ils ont lorsque vous avez 50 caravanes qui débarquent sur un terrain de football ou sur une propriété privée. Je n'ignore rien de tout cela. Mais je dis à la question de tous ceux qui les regardent en disant « regardez les voitures et les caravanes », c'est tout leur bien. Nous avons des pavillons et des appartements. Et donc, pour eux, ce n'est pas le superflu, c'est le nécessaire. Alors,
c'est des traditions que nous connaissons bien. Par exemple, c'est la tradition du cirque et des chapiteaux. Et nous pouvons le dire ici plus qu'ailleurs pour avoir été fiers de l'amitié. Cirque et tous les cirques, des chapiteaux, tous les chapiteaux de l'amitié et de la grandeur d'âme de Jojo Fanny, que ceux qui l'ont connu sachent ce que je veux dire. Et avec Jojo, et je le dis aux siens, à ceux qui l'ont connu et aimé, tous ceux qui se seraient fait couper en morceaux pour lui, souvent avec lui nous nous sommes dit que nous pouvions partir à la guerre. Avec lui, oui, avec d'autres, moins. Eh bien, Jojo, bien sûr, c'était un nomade, il avait besoin de la route. Et quand il se fixe, c'est difficile. Il est vrai qu'il y a des problèmes d'intégration. C'est vrai qu'ils ont du mal à aller à l'école. C'est vrai qu'en matière de terrain à occuper, je le disais à l'instant, ils jouent aux gendarmes et aux voleurs. Et c'est vrai qu'il faut une justice, et qu'elle soit respectée, ou plus exactement, qu'on la fasse respecter. Parce que naturellement, si les nomades doivent être respectés, tous ceux qui travaillent, tous ceux qui entretiennent, construisent des stades, des champs, des routes, eux aussi doivent être respectés. C'est la fonction de la justice que d'imposer ce respect réciproque. Et s'il y a des trafics, comme tous les trafics, car il y a des trafics, ils doivent être découverts et réprimés. C'est la loi et c'est la justice. Voilà pour les premiers. Et puis il y a lointain, très lointain cousin par l'origine de ces tziganes, de ces gitans, de ces romanichels, il y a de nouveaux venus victimes de la misère et du mépris dans les pays où ils étaient fixés et qu'on appelle Roms. Ils sont bulgares et roumains. Roumains et Roms, ce n'est pas le même mot, contrairement à ce que le ministre de l'Intérieur veut régulièrement laisser croire par la publication de statistiques dont il sera intéressant de savoir ce qu'elles valent. Mais donc ils sont Roms, Bulgares, Roumains, Hongrois. Puis-je rappeler que le porte-parole des Roms hongrois s'appelle Sarkozy. C'est surtout les... et donc, vous voyez que les choses sont beaucoup plus... Il faut comprendre ça, ce n'est pas des lointains. L'Europe centrale, ce n'est pas loin, c'est proche. Ils ne parlent pas français, ils n'ont rien pour vivre, et ils viennent chez nous parce qu'on dit chez eux qu'en une journée de mendicité à nos carrefours, on gagne autant qu'en une semaine d'exploitation chez eux, et peut-être plus. Alors, a-t-on le droit d'appliquer la loi et de les reconduire? Oui, bien sûr. Et tous les gouvernements le feraient. Est-on assuré qu'ils ne reviendront pas? Non, naturellement. Mais ça ne les dispensera pas de respecter la loi. Mais d'appliquer ainsi la rigueur de la loi, ça ne veut pas dire qu'on s'en glorifie, qu'on s'en vante, qu'on en fait le point de ralliement et le drapeau, l'oriflamme d'une politique. Cela ne signifie pas que l'on désigne comme ennemis publics ceux qui sont les plus petits et les plus pauvres parmi nous. Il y a une pudeur nécessaire quand on est obligé d'appliquer à la misère la rigueur de la loi. On est un gouvernement, on a la main de justice, mais on connaît la fragilité des peuples et d'ailleurs la fragilité des hommes, et on prend garde à ne pas faire flamber la haine de l'autre, de l'étranger et du pauvre au cœur de ces peuples fragiles. Et ensuite, on fait naître une vraie politique d'aide et de soutien à l'intégration, à l'éducation, au travail, dans les pays et sur les terres d'où ils viennent et où ils sont si malheureux, en Roumanie, en Bulgarie, avec les autorités bulgares, roumaines, que sais-je, hongroises. On ne les regarde pas de haut, ces pays-là, sous prétexte que ce sont de petits pays, plus pauvres que nous. Et nous aussi, si nous avions été sous la dictature communiste pendant tant d'années, et pillés et déshumanisés par le régime, nous nous serions sans doute aujourd'hui plus pauvres que nous ne le sommes, mais nous n'en serions pas moins des hommes, des citoyens et des Européens. Eux aussi, ils ont
ces peuples et ces nations et ces États qui les organisent, ils ont des enfants et des jeunes brillants et des étudiants et des écrivains et des chanteurs et des poètes. On oublie tout le temps cette exploitation et cet écrasement de l'homme par l'homme qui a été plusieurs décennies avant la chute du rideau de fer. Regardez, même l'Allemagne de l'Est et les centaines et milliers de milliards qu'il a fallu investir avec notre aide pour les hisser vers le niveau économique et qui rattrape un peu, qui rattrape presque celui de l'Allemagne de l'Ouest. Alors n'oublions pas, quand nous parlons de ces peuples, les victimes qu'ils ont été, n'oublions pas le communisme et son bilan. Et que les institutions européennes aussi fassent leur travail, travail de contrôle et travail d'impulsion, et que sur les Roms, dans leur pays d'origine, la France prenne la tête de l'aide et du soutien qu'il faut apporter, qu'elle soit proposante et amicale et respectueuse. Bien sûr, il y a du racisme chez eux, et il n'y en a pas chez nous. Le racisme, nous savons bien qu'il est dans la nature humaine. La faiblesse et la détestation et le mépris pour qui n'est pas comme nous, et le ressentiment et la jalousie et l'animosité et le regard de haut et la moquerie et la dénonciation, la dénonce, comme on disait pendant la guerre, et pas si loin de chez nous. Tout cela, c'est l'âme des peuples et c'est l'âme des hommes. Et il faut, j'en suis d'accord, une sacrée dose de folie, une sacrée dose de rébellion, pour être malgré tout optimiste et volontaire quand on connaît bien cette face sombre des hommes et des peuples. Il faut une sacrée dose de volonté pour y croire quand même. Et voilà ce que nous sommes. Nous croyons même contre l'apparente et irrésistible noirceur, non pas des autres, mais de nous-mêmes. Et voilà ce que nous sommes. Nous, je vais le dire tout bas, humanistes de tous les temps. Nous qui sommes les héritiers et les produits, les fruits de cette longue chaîne qui nous a fait et que nous prolongeons. La République et les Lumières, et le christianisme, et la Bible. Et au bout du bout, à la racine première, il y a 2500 ans, une toute jeune fille qui a 16 ans et qui s'appelle Antigone et qui se lève toute seule contre la majesté du roi qui est à la fois son souverain et son oncle, contre l'immense poids des croyances de tout un temps, contre la cité, contre toutes les cités, de tout le monde, de tout l'univers de son temps, tout cela ensemble, et elle toute seule, et elle le regarde, et elle lui dit qu'elle va lui désobéir, et qu'elle mourra, qu'elle en accepte le risque, qu'elle en est d'accord, mais qu'elle ira enterrer son frère, parce qu'elle considère que c'est sa loi morale à elle. Et ce faisant, elle lance une révolution qui ne s'arrêtera pas pour le monde. Alors je vais le dire, ces 5 mots en grec. Outois sunektein alla symphilein ephun. C'est pas souvent qu'on cite du grec à la tribune des meetings politiques. Mais c'est la phrase la plus importante. On a parlé tout à l'heure de l'évolution de la famille, mais ça, la révélation qu'un individu, un homme, une femme, une jeune fille, seul, peut opposer la loi morale à la loi de la cité, c'est une révolution. Et cette phrase, Outois sunektein alla symphilein ephun, ça veut dire « Je ne suis pas né pour entretenir la haine, mais pour partager l'amour ». Eh bien, cette vision humaniste, réellement, profondément racine de l'humanisme grec, cette vision-là, excusez-moi de le dire, après 2500 ans, et on le dira sans l'emphase, mais on le dira fermement, c'est notre vision. Et je trouve que la France a formidablement gagné dans le monde quand elle a défendu une vision comme celle-là.
quand elle a été regardée par tous les peuples et respectée par tous les peuples, oh, pas comme un pays qui n'avait que des avantages et pas de défauts, mais comme un pays qui au moins avait entre les mains ce trésor-là. Il y a des choses auxquelles nous croyons et que nous opposons à toutes les puissances, à toutes les forces de domination au sein de l'humanité. Et d'avoir abandonné pendant cet été ce trésor-là, même un moment, c'est une faiblesse et ça s'est retourné contre nous. D'où notre isolement en Europe, d'où les mots incroyables que nous avons eus à propos du Luxembourg. L'État, le gouvernement et le peuple qui ont le plus fait avec nous pour construire l'Europe, qui ont été dans ce petit noyau des 6 et le Benelux, et à qui des imbéciles, parce que ce sont des imbéciles, ont commencé par rappeler dans toutes les déclarations qu'ils étaient petits et qu'ils n'étaient que 500 000 et que nous étions gros. Imbéciles, regarde la Chine et dis-moi si d'être 20 fois moins nombreux, ça signifie qu'on doit se taire. Et après, non content de ça, il y a des imbéciles multiples, au carré ou au cube, qui ont dit le Luxembourg, ça ne devrait pas exister. Et il n'y a eu personne pour dire mais attendez, on va mettre un terme à ces bêtises. Et moi, pour ma part, j'aurais employé un mot plus vigoureux. Franchement, eh bien non, le porte-parole du gouvernement, il a eu cette phrase formidable. Il n'est pas temps de parler des frontières de l'Europe. Je veux dire, il y a des moments où, comme ça, le déblocomètre, je pourrais, marche à plein tube. Et bien qu'au moins il y en ait dans le jeu politique français qui considère que l'équilibre et la sérénité et le respect des autres, c'est la base de l'engagement politique, surtout dans le concert des nations. Et qu'il y en ait qui comprennent et considèrent et rappellent que l'Europe, c'est une famille, et c'est d'abord une famille. Et dans une famille, autour de la table de famille, on ne se détermine pas en considérant qui est grand ou petit, qui est riche ou pauvre. J'avais écrit qui est gros ou petit, mais je m'aperçois qu'il ne faut pas que je dise ça. Qui est grand ou petit, qui est riche ou pauvre. On considère que la famille donne sa place à chacun et que chacun est indispensable à la famille. Le résultat de ces dérapages, ne croyez pas qu'il concerne seulement la morale, les principes, les droits de l'homme. Il concerne bien sûr nos principes, qui sont très importants pour nous, mais il concerne en vérité les plus précieux de nos intérêts nationaux. Parce que du fait de ces tension, de ce climat, de cette volonté d'affrontement, de radicalisation, de bloc contre bloc, en vérité, aucune réforme ne peut aboutir. Parce que quand les réformes sont difficiles, il faut au contraire créer dans un pays un climat de rassemblement et de compréhension réciproque. Il vaut mieux apaiser les conflits pour rassembler que faire flamber les conflits pour diviser quand on a besoin du rassemblement pour faire les réformes nécessaires dans un pays. Et pour 71% des Français, l'image de la France dans le monde s'est dégradée ces dernières semaines. Vous écoutez bien. 71% des Français contre 2% qui pensent, eux, on les cherche, qu'elle s'est améliorée. Je n'ai pas souvenir à aucun moment de notre histoire, récente ou plus ancienne,
d'une telle vague de conscience collective, d'un tel jugement autour de l'image de notre pays. Ces dérapages, donc, ils portent atteinte à l'intérêt national, à l'intérêt de la France et des Français. Et donc la conclusion est toute simple, les Français et la France méritent mieux. Les Français ont droit à un gouvernement honnête qui, par exemple, n'est pas d'accointance avec M. Tapie et n'organise pas le détournement de l'argent du contribuable pour assurer sa fortune. Ils ont droit, les Français, à un gouvernement équitable qui considère que les riches doivent assurer leur part de la solidarité et non pas qu'ils doivent contribuer moins que les pauvres. Les Français ont droit à un gouvernement qui leur dit la vérité et pas à un gouvernement qui leur dissimule la vérité. Les Français ont droit à un gouvernement qui croit à quelque chose d'autre qu'à la puissance des plus gros, au culte de l'arrogance et de l'argent. Les Français ont droit à un gouvernement qui les représente avec honneur dans le concert des nations européennes et mondiales, et pas qui multiplie les jugements méprisants et agressifs sur tous nos partenaires et tous nos amis. Les Français ont droit à un gouvernement équilibré et entraînant, pas à un gouvernement qui dérape à tout instant et qui, au bout du compte, n'obtient que l'impuissance. Et ce gouvernement, ce projet, cet espoir, ces valeurs, nous allons les proposer aux citoyens qui veulent espérer et avancer. Ce n'est pas difficile, ce n'est pas compliqué, c'est normal, c'est civique, c'est droit, et nous allons le faire. Nous allons le faire dans un esprit collectif et de rassemblement. Un des principaux changements que nous voulons apporter à la vie publique du pays, c'est celui-là. Nous voulons une démocratie où soit accepté le pluralisme, où les uns aient besoin des autres. Un parti qui a tous les pouvoirs à lui tout seul et qui délègue ses pouvoirs à un seul homme qui les exerce, lui tout seul. C'est ridicule, c'est une régression, c'est tribal. La France, ce n'est pas un seul parti omnipotent, alternativement l'UMP d'un côté, le PS de l'autre, guerre de clans d'un côté, guerre de courants de l'autre. La France, c'est plus riche et plus ouvert que ça. Eh bien, le seul courant politique en France qui dise qu'il refuse cette régression, qu'il refuse l'idée du parti qui a tous les pouvoirs du haut en bas et qui éventuellement le délègue à un seul homme, le seul courant politique qui refuse cette régression, c'est nous. Et j'affirme qu'il n'y a pas beaucoup de risques, mais que même si nous pouvions avoir tous ces pouvoirs du haut en bas, eh bien, ça ne serait pas sain et ça ne serait pas bon que nous les acceptions. La nécessité dans un pays comme le nôtre, et Jean-Claude Casanova tout à l'heure a très bien expliqué ça, le parti unique, un chef au sommet, tous les pouvoirs du sommet à la base, ça c'est une organisation militaire. Mais les temps que nous vivons, les retraites, la sécu, la fiscalité, ça impose qu'on tienne compte et qu'on entende les sensibilités différentes, qu'on soit capable de les faire réagir les unes sur les autres pour fabriquer au bout du compte de l'accord, du consensus, et pour que le pays, tout d'un coup, se trouve rassemblé dans le courage au lieu d'être divisé quand il élude les difficultés qui sont devant lui. Alors nous allons proposer ce projet. Je voudrais vous dire, vous êtes pressé, c'est ça, vous vous inquiétez pour un train, quelque chose comme ça? Ah oui, oui, il est obligé d'applaudir, c'est la vérité. Je voudrais décrire ce projet non pas en termes de mesures, mais je voudrais décrire simplement ce que j'appelle les 3 révolutions nécessaires pour que tout d'un coup, du tout au tout, change la conception et peut-être aussi la perception de la vie publique et du pouvoir en France. Il y a 3 révolutions. La première, c'est la révolution de la vérité. Ces valeurs sur lesquelles nous ne transigeons pas,
La première et la plus précieuse, tellement oubliée aujourd'hui, c'est la vérité. Il y a au fond deux sortes de politiques et deux sortes de citoyens. Il y a ceux qui sont prêts, pour arriver au pouvoir ou pour s'y maintenir, à raconter n'importe quelle histoire, à orchestrer n'importe quelle manipulation de l'opinion, à organiser, par l'entremise de ce qu'on appelle communication et qui n'est souvent en réalité que de la propagande, à organiser n'importe quel mouvement pourvu qu'il profite électoralement à la prise de pouvoir. Et puis il y a ceux qui considèrent qu'il n'existe qu'un socle, d'abord digne de la vocation du citoyen, de la vocation civique, et ensuite capable de porter l'action, c'est la vérité que l'on dit, la vérité, d'une certaine manière, de ce qu'on fait et de ce qu'on est. Nous avons choisi d'être du côté de la vérité. Je dis nous avons choisi. En fait, au fond de moi-même, je ne suis pas sûr qu'on choisisse. Au fond, je crois qu'on est, du verbe naître, d'un côté ou de l'autre. Et pour ceux qui sont de ce parti de la vérité, ils savent bien qu'en réalité, ils ne peuvent pas faire autrement. Nous sommes du côté de ceux qui ont choisi de considérer les citoyens comme des égaux et non pas comme des benets qu'on entraîne par le bout du nez en leur racontant des histoires, mais comme des égaux, comme des intelligences et même comme des consciences. J'écoutais tout à l'heure la très belle définition que Jean-Baptiste de Foucault a donnée, sa définition de la démocratie. Moi, je pensais à celle de Marc Sangnier, qui était la démocratie, c'est l'organisation de la société qui permet de porter à son maximum la conscience et la responsabilité du citoyen. C'est la même chose. Ça veut dire qu'il y a, dans le projet de société qui est le nôtre, une manière de faire grandir toutes les femmes et tous les hommes qui participent à ce peuple et à cette volonté partagée. Et ça commence par la vérité. Et ce faisant, nous assumons et nous revendiquons de nous inscrire dans une tradition. Alors permettez-moi de citer ici deux noms de ce grand courant de la vérité. Je veux citer Pierre Mendès France et je veux citer Raymond Barre. Tous les deux, nous les avons, si nous les avons connus, aimés ou admirés, avec leur côté pas vraiment facile, parfois bourru, parfois vaguement ou précisément provocateur, mais nous les avons aimés parce qu'ils ne cédaient jamais un pouce sur le terrain de la vérité. Alors vous nous demandez pourquoi, les observateurs nous demandent pourquoi, les citoyens nous demandent souvent où nous sommes. Eh bien voilà la réponse. Nous sommes du côté de ceux qui disent la vérité à leur pays et à leurs concitoyens. Nous appartenons une fois pour toutes au grand parti de la vérité. Et Luc Ferry, en décrivant tout à l'heure les vertus morales, il y avait du vrai, là on discutera, mais il y a en tout cas, nous avons une certitude, c'est que la vérité, ce n'est pas seulement une vertu morale. Une attitude qui serait bien par rapport à d'autres attitudes qui seraient mal. Nous croyons que la vérité est la vertu politique par excellence. Contrairement à tous les cyniques, parce que nous pensons qu'elle est, en démocratie, la seule base solide pour que se forme la volonté et que s'enclenche le mouvement d'un peuple. Faire face à ces problèmes, les identifier et les ayant identifiés, choisir de les résoudre, non pas de fermer les yeux, non pas de les ignorer, non pas de les mettre sous le tapis en sifflotant, mais de les affronter, voilà pourquoi la vérité est la seule chose qui permette de lancer l'action dans un peuple qui a choisi la démocratie comme régime. La vérité, ce n'est pas seulement une vertu morale, c'est une philosophie de l'action. Et c'est pourquoi, sans relâche au cours de la dernière campagne présidentielle, bien sûr, mais même bien avant, nous avons dit aux Français, et j'ai pris le risque de dire aux Français, les yeux dans les yeux, que les déficits qu'on creusait sans le leur dire,
que la dette qu'on accumulait en leur nom sans qu'ils le sachent, tout cela était intenable et insoutenable. De tous les bords, on les berçait avec la chanson de ce qu'on allait donner en plus, avec la chanson de la facilité. Et désormais, on sait ce qu'il en est. Écoutez bien ces chiffres. Le déficit de la France s'établissait en ces années 2007 à un chiffre déjà astronomique qui était de 40 milliards d'euros en 2006. Aujourd'hui, en 2010, 40 en 2006. Aujourd'hui, en 2010, ce déficit atteint 150 milliards. Il est passé de 40 à 150, c'est-à-dire qu'il a été, pour ainsi dire, multiplié par 4. La dette atteignait 65%, les 2/3, de la totalité de la production, de toutes les productions annuelles de notre pays. Elle a dépassé 80%. Et elle atteindra, quoi que nous fassions, comme un immense paquebot lancé sur son élan, sur son air, comme on dit, 90 et bientôt 100% dans les années qui viennent de la production totale du pays. Ce qui veut dire, concrètement, que nous sommes à la merci du moindre frémissement des taux d'intérêt, du moindre soupçon des financiers, du moindre mouvement sur notre notation, comme on dit. Et si les taux bougent de 1% pour nous, dont la dette va dépasser les 1600 milliards, alors le calcul est vite fait, c'est 16 milliards d'intérêts de plus à ponctionner sur les Français immédiatement. Et 16 milliards, c'est une augmentation d'1/3 de l'impôt sur le revenu de toutes les familles françaises. C'est pourquoi la vérité n'est pas seulement une vertu, elle est une politique. Et c'est pourquoi nous n'éluderons aucune de nos responsabilités. Ce déficit, pour en parler à grands traits, il a 3 sources. Sur 150 milliards, 30 milliards de déficit viennent des retraites, 20 viennent de la Sécu et 100 viennent du budget. C'est pourquoi je vous le dis comme Barre vous l'aurait dit. Comme sans doute Mendès l'aurait dit. Je vous le dis, il faut répondre aux 3 déficits. C'est pourquoi ceux qui pensent que la bataille des retraites est une ultime bataille, ceux-là se trompent complètement et en réalité déguisent la vérité pour ne pas dire qu'ils mentent. C'est la première des batailles que nous allons devoir livrer et derrière il y en a 2 autres. C'est la première des batailles et ça n'est pas la plus difficile d'entre elles, je vous le dis et nous y penserons ensemble dans les années qui viennent. Mais c'est la première des batailles. Ça commence par les retraites. Et la question est toute simple. Est-ce que nous voulons maintenir les retraites ? Ou est-ce que nous acceptons, sans le dire, d'amputer progressivement et silencieusement les retraites de 10% aujourd'hui, 15% dans 10 ou 15 ans, davantage ensuite? Ou bien est-ce que nous choisissons de baisser les salaires des actifs de 3% tout de suite, ou de 5% ou davantage d'ici peu d'années? Alors, si nous n'acceptons aucune de ces 2 amputations, et j'imagine parmi vous que c'est la quasi-unanimité qui dit nous n'acceptons aucune de ces 2 amputations, ni amputation des retraites, ni amputation des salaires, alors ça signifie qu'il faut davantage d'actifs, puisqu'il y a davantage de retraités. Et s'il faut davantage d'actifs, alors il faut une politique pour créer des actifs, ce dont personne ne parle, et dont je vous dirai un mot dans une minute. Il faut davantage d'actifs et il faut progressivement travailler plus longtemps, un peu plus longtemps. Un peu plus longtemps pour ceux qui n'ont pas commencé à travailler très tôt, un peu plus longtemps pour ceux qui n'ont pas eu à assumer ces travaux qui éprouvent la santé ou qui éprouvent le moral. Parce qu'il n'y a pas que la fatigue physique, il n'y a pas que la pénibilité physique, il y a aussi l'autre pénibilité des travaux, et c'est pourquoi Jean-Baptiste de Foucault a bien eu raison de parler de la conception du travail, j'en dirai un mot dans une seconde. La pénibilité, elle n'est pas seulement physique, elle est morale, elle est de lassitude, elle est de stress, et tout cela, on devrait le prendre en compte, au moins dans la réflexion que nous avons à conduire sur le travail lui-même. Et donc, vous voyez à l'énoncé de cette question que la question de la réforme, elle n'est pas seulement dans les chiffres, elle est aussi immédiatement dans la deuxième vertu qui est inséparable de la vérité depuis le début des temps, qui est la justice. Et c'est pourquoi
nous avons dit, et nous disons, et je répète devant vous, 1, que la réforme des retraites est vitale, contrairement à ce qu'un certain nombre de gens essaient de faire croire. 2, il faut avoir le courage de reconnaître que le glissement progressif de 60 à 62 ans de l'âge de départ à la retraite est bien sûr pas agréable, mais qu'il est acceptable. Et nous disons aussi du même mouvement qu'en revanche, profiter de cette nécessité pour cibler ceux qui ne peuvent pas se défendre, ceux qui ne sont pas syndiqués, ceux qu'aucun parti ne prend en charge, les travailleurs de la galère ou les femmes qui ont arrêté leur activité professionnelle pour élever des enfants, cibler cela, c'est une atteinte à la justice, donc une atteinte à la viabilité de la réforme, et nous ne l'accepterons pas. Repousser à 67 ans l'âge où les femmes et les hommes qui n'ont pas atteint les 41 annuités et demie de cotisation, repousser l'âge où ils ont le droit d'obtenir une retraite proportionnelle, pas à taux plein, comme on le raconte à longueur d'antenne, une retraite proportionnelle à leurs droits, c'est la double peine. Faire ça, c'est la double peine. Non seulement vous aurez des retraites minuscules, inférieures de 40 ou 50% aux pensions moyennes, mais encore on vous obligera à les attendre et à cotiser pour ceux qui peuvent 2 ans de plus. J'ai été tout près, à une voix, ou peut-être à 2, et je ne sais pas dans quel sens, de faire adopter à l'Assemblée l'amendement qui supprimait cette injustice. Les journaux qui comptaient les voix, autant et à mon avis mieux que le président de séance, ont écrit d'extrême justesse. Cela prouve que beaucoup, y compris dans la majorité, ont commencé dans ce débat à prendre la mesure de l'injustice. Alors je me tourne vers le Sénat. Jean-Marie. Je me tourne vers le Sénat parce que le gouvernement dit « nous ne céderons pas ». Alors je rappelle au gouvernement que ce n'est pas lui le patron. Le patron en République, quand il s'agit de voter la loi, c'est le Parlement. Et je me trouve vers le Sénat et spécialement et particulièrement et amicalement vers le groupe du centre au Sénat. Vous avez les moyens de sauver en même temps la justice de la réforme et l'honneur du Parlement, qu'on bouscule, qu'on écrase, au point, nous l'avons vécu à l'Assemblée, de lui faire voter comme une chambre d'enregistrement l'après-midi les amendements qu'on annonçait avoir été écrits à l'Élysée le matin même. L'honneur du Parlement et la justice de la réforme. Alors, c'est entre vos mains. J'ai confiance en vous. Et j'espère que la confiance que je vous porte, vous la répandrez sur vos collègues, la totalité de vos collègues du groupe du centre au Sénat, et qu'ils suivront la détermination que vous ne manquerez pas de créer. Pour autant, est-ce que tout sera résolu ? Bien sûr que non. Est-ce que la réforme sera entièrement financée, contrairement à ce que dit le gouvernement? Je réponds bien sûr que non. Cette réforme est un rééquilibrage et c'est un rééquilibrage provisoire. La question des retraites ne sera résolue que le jour où une réforme d'ensemble aura réglé, avec les délais nécessaires, 10 ans s'il le faut, ou 15 ans, toutes les injustices et tous les gaspillages du système actuel avec ses 35 régimes de retraite différents. En particulier, nous ne serons satisfaits que le jour où, avec les délais nécessaires, des années s'il le faut, tous les Français, sans exception, seront à égalité, sans exception, devant la retraite, c'est-à-dire, pour parler franchement, que le jour où, avec les délais nécessaires, tous les régimes d'exception, tous les régimes de privilèges, tous les régimes spéciaux, tous, y compris celui des parlementaires, auront été remplacés par un régime de solidarité et de droits identiques pour tous. Par exemple, je considère comme une insupportable inégalité et inéquité que la pension de réversion traite différemment une veuve du secteur public et une veuve du secteur privé.
que pour la veuve du secteur public, et je trouve que c'est normal et que c'est juste, que pour la veuve du secteur public, la pension de réversion soit versée sans condition de ressources, mais que pour une pension de réversion du privé, les conditions de ressources soient telles que si la femme qui vient de perdre son mari travaille, en fait, elle perd aussi la pension qui lui était due. C'est une insupportable inégalité par voie de conséquence. Qu'il soit possible de cumuler autant qu'on veut retraite et travail maintenant, mais que pension de réversion et travail soient de fait incompatibles. C'est une inéquité, elle est insupportable et elle ne peut se régler que si nous avons la détermination d'imposer une réforme de fond. Régime unique, transparent, comme on voudra par compte personnel ou par points, permettant à chacun de choisir l'âge de son départ à la retraite en fonction des droits qu'il a acquis, géré par les partenaires sociaux pour que le pouvoir politique soit mis à l'abri de la tentation d'en jouer des retraites, électoralement. C'est le seul moyen, à nos yeux, de sauver la retraite par répartition. Autrement, vous le verrez peu à peu, tout le monde se détournera de ce grand système de solidarité et ce sera le chacun pour soi. Et la capitalisation, chacun pour son compte. Et tant pis pour les gueux, pour eux, je n'ai aucun doute, on organisera la charité à coup de déduction fiscale. C'est précisément ce dont nous ne voulons pas. La vérité oblige à dire que la réforme est vitale, contrairement aux multitudes de propositions hypocrites, en particulier de ce grand parti qu'est le PS, qui défile sous des banderoles retraite à 60 ans, mais qui en fait, à voix basse, dans les textes, préconise l'allongement de la durée du travail au-delà de 42 ans et le drastique, presque le doublement des pénalisations, ce qui signifie, pour ceux qui n'auront pas atteint, et comment voulez-vous les atteindre si vous entrez dans la vie active après avoir fait des études à 26 ans ou 27 ans par exemple, ce qui signifie non pas retraite à 60 ans, mais sous-retraite à 60 ans, ce qu'évidemment n'entendent pas les camarades qui défilent de concert sous les mêmes banderoles et qui, eux, veulent la retraite à 60 ans, comme ils disent, à taux plein. Et je pose une question simple. Est-ce qu'il ne serait pas plus simple de dire tout simplement la vérité et de confronter tout simplement les idées qui sont les nôtres, puisque le problème est devant nous et que tout le monde sera obligé de le résoudre, et je le dis, de le résoudre de la même manière. J'ajoute qu'il y a en fait derrière tout cela une grande question qui a été ce matin effleurée, c'est le statut du travail. Alors je dis ce que je vais dire prudemment, parce que peut-être ça va choquer un certain nombre de gens, mais je veux le dire quand même. Pendant tout le débat à l'Assemblée nationale, j'ai été frappé par la manière dont on parlait du travail. On en parlait toujours comme d'une épreuve, d'une usure. Et c'est vrai qu'il y a parfois usure et épreuve. On en parlait en fait, comme disent les philosophes, comme d'une aliénation. Et jamais comme ce qu'il est aussi. Et on est nombreux à pouvoir en attester, ce qu'il est d'abord peut-être, c'est-à-dire une émancipation et une chance de réalisation personnelle et sociale. Sans doute parce que ce travail, il est mal organisé, que la réflexion sur l'organisation du travail au cours de la vie professionnelle, sans doute parce qu'il est devenu d'abord pression et stress, et ce n'est pas pour faire de la polémique, les 35 heures n'y sont pas étrangères, même si elles n'ont pas toute la responsabilité. Par exemple, autre chose, ce qui me frappe en parlant tous ces temps-ci avec les retraités que je rencontre, c'est que le passage de la vie professionnelle à la retraite est ressenti souvent comme une brutalité, comme une cause d'angoisse, parfois même de dépression. Et que tout cela pourrait être changé en organisant une transition progressive de la retraite vers le travail par des décisions simples et donc nécessaires. Je passe à la deuxième révolution. Je vais être court, je promets, je vois des regards furibards. Je viens de parler de simplicité. Non, mais c'est quand même des sujets qui méritent un tout petit peu d'engagement. Je viens de parler de simplicité.
Plus je réfléchis à l'action politique, plus je pense, et à l'histoire, ce qui est au fond la même chose, plus j'ai la certitude que les grandes entreprises sont toujours simples. Je ne dis pas faciles, je dis simples, compréhensibles. Et c'est parce qu'elles sont simples et compréhensibles qu'elles sont mobilisatrices que les peuples les entendent et y adhèrent. Je considère que la simplicité, deuxième révolution, est un devoir. Que la simplicité, bien loin des finesses, nuances technocratiques, je considère que la simplicité est la condition de ce grand projet. Alors assumons la simplicité. On a demandé tout à l'heure à ceux qui étaient à la tribune quel changement ils voudraient, quelle priorité ils voudraient, de vraies hiérarchies, qu'on sache ce qu'on va faire. Alors je vous donne les miennes. Je propose qu'on fasse deux choses. La première, nous aurons à éduquer les enfants. Et la deuxième, nous aurons à reconquérir la production, chaque fois qu'elle est partie, aussi difficile que cela soit, pour la relocaliser, si nous pouvons, en France. Je n'entrerai pas dans les grands discours sur l'éducation. Je peux le faire. J'aime ça, passionnément. Mais je veux que nous réfléchissions ensemble à une situation historique et économique qui est, pour moi, extraordinairement révélatrice. Comment un pays, c'est de la Corée du Sud dont je vais parler, comment un pays qui est, il y a 30 ans, parmi les plus pauvres, regardez la Corée du Nord aujourd'hui, parmi les plus pauvres de la planète, réussit en 3 décennies, 3 décennies à l'échelle de l'histoire, c'est un souffle. Comment il réussit en 3 décennies, sans aucune matière première, avec un coût du travail, non pas comme en Chine, 10 ou 20 fois inférieur au nôtre, mais avec un coût du travail du même niveau que le nôtre, avec une population moyenne de 50 millions d'habitants, donc comparable à la nôtre, plutôt inférieure, et avec un territoire 5 fois moins grand que le nôtre. Comment il réussit à s'installer au premier rang de toutes les productions industrielles que nous avons désertées, des chantiers navals aux composants électroniques, et même là où nous croyons être les plus forts, c'est-à-dire dans les trains à grande vitesse et dans les centrales nucléaires. Alors il y a sans doute beaucoup de raisons, je peux en apercevoir beaucoup, mais je vous en donne une. Meilleur enseignement primaire du monde selon les chiffres de l'OCDE, meilleur taux de scolarisation à l'université du monde. Et donc, traduction en recherche et dépôt de brevets. 1990, la Corée du Sud dépose 4 fois moins de brevets que la France. 2000, la Corée du Sud, 10 ans après, dépose autant de brevets que la France. 2010, la Corée du Sud déposera 10 fois plus de brevets que 8 fois plus, pardon, je veux dire des chiffres exacts, 8 fois plus de brevets que la France. Passé en 20 ans, par rapport à une puissance comme la nôtre, éduquée, parce que dans le concert du monde, c'est là qu'on est, passer en 20 ans de 4 fois moins de brevets à 8 fois plus de brevets, ça veut dire qu'elle existe la baguette magique pour sortir un pays de sa dépendance et de sa pauvreté, et que la baguette magique, elle s'appelle éducation, point à la ligne. Alors je sais quelles inflexions nous avons à penser pour notre université. Je sais ce que doit être la préparation à l'autonomie, non pas tant de l'université, on en parlera une autre fois, que des étudiants. Nous aurons ces débats. Mais je sais une chose, je disais simplicité. Si nous n'apprenons pas à lire aux enfants, tout cela est vain. Or, 30% des enfants au moins sortent de l'école primaire, Luc, sans savoir vraiment lire, sans savoir lire facilement et sans savoir lire en comprenant. Et s'ils ne lisent pas, tout le reste ne sert à rien. Et ils traîneront, et ils seront ces publics, comme on dit, sans formation, dans un monde où chaque jour davantage, informatique aidant, l'écrit domine tout. Et c'est donc un impératif moral, humain, économique, culturel, émancipateur, conservateur, tout ce que vous voudrez. Mais c'est un impératif sur lequel nous ne céderons rien.
les moyens nécessaires seront mobilisés, la réflexion nécessaire sera conduite, la recherche sera mise en œuvre, mais la France apprendra à lire à 100% des enfants qu'elle confie à l'école primaire. Et je concède que ce n'est pas simple, j'en suis d'accord. Que cela exige soutien et remise en cause, j'en suis d'accord. Et recherche pédagogique, tout ce que vous voudrez. Au fond de moi, j'ai d'ailleurs tendance à penser que c'est moins compliqué qu'on ne le croit, et surtout que ce que faisait la Troisième République. Je pense que nous pouvons faire au XXIe siècle ce que la Troisième République faisait. Après tout, nous avons des moyens techniques et peut-être de l'intelligence pour y prétendre. La Troisième République qui apprenait à lire dans mon village à tous les enfants, sans exception, de toutes les familles, quel que soit le niveau économique, social et culturel. Et il n'était pas haut des enfants qui étaient confiés à l'école de la République. Et deuxièmement, je ne m'étendrai pas, nous devons reconquérir la production. Pendant longtemps, la mode a été de considérer que tout ça, les activités primaires, l'agriculture, la mer ou secondaire, l'industrie, tout cela était passé de mode. Mais nous ne pouvons pas nous continuer à nous bercer de ces illusions. Parce que tout le monde dit qu'il faut parler de l'emploi. La vérité, c'est que s'il n'y a pas de production, il n'y a pas d'emploi. Et donc, il faut parler de la production en même temps ou avant de parler de l'emploi. Et donc, ça signifie deux choses. Ça signifie, un, les PME, les petites et moyennes entreprises qui sont, elles, les vrais créateurs d'emplois, et qui sont, elles, le vrai essaimage sur tous les sujets d'où nous avons été exclus ou que nous avons désertés ou où nous avons perdu. Et je veux répéter devant vous cette affirmation, dont j'attends qu'on me prouve qu'elle est fausse. Je ne comprends pas comment un pays qui sait fabriquer des satellites, des fusées, des avions, des hélicoptères, des moteurs d'hélicoptères. Dans ma circonscription, on en a parlé assez, ça a été honoré par les plus grandes autorités de l'État. 1 sur 2 des moteurs d'hélicoptères qui volent dans le monde. Des voitures, on se débrouille pas mal dans les voitures, etc., etc. Comment n'est-on pas capable de fabriquer une machine à laver, des machines à laver? Parce que la technologie de ces instruments ménagers ne me paraît pas beaucoup plus compliquée que celle d'une turbine d'hélicoptère. Et donc, vous avez le droit d'applaudir, là, que ça me permettra de boire un coup. Les PME et la reconquête, je crois qu'il existe, oh c'est pas facile, ça ne se décrète pas, mais moi je crois qu'il existe une stratégie fondée sur le repérage de gens qui ont la capacité, qui ont la technologie, qui ont le savoir-faire, que nous pourrions d'une manière ou d'une autre intéresser à des développements en France. Après tout, on vient de faire, oui vous avez 5 minutes, ça sera fini dans 5 minutes. Je crois qu'on doit faire... non, je vous expliquerai un autre jour. Bon, vous n'avez pas l'air intéressé pour l'instant parce que vous avez faim. Il faut réensemencer. C'est ce que j'appelle la stratégie Brémontier. Brémontier, vous savez, c'est nous l'aimons beaucoup, Geneviève, dans le sud-ouest, c'est cet ingénieur agronome qui a eu l'idée de planter dans le désert, c'était un désert ou presque, dans les marécages, la forêt des Landes. Et Brémontier, il a simplement été chercher des graines, il a cultivé des pousses, il a replanté les pousses, il a réensemencé, comme les paysans et les agronomes de Nice savent le faire, il a réensemencé le sol aride. Je suis persuadé qu'on peut mettre en place une stratégie qui permette à l'État de soutenir les jeunes pousses et après de les laisser vivre leur vie, parce que je ne crois pas du tout naturellement que la centralisation puisse permettre de résoudre tous les problèmes à la place des gens. Je pense que c'est le contraire. Troisième révolution, et je m'arrêterai là, après la vérité, après la simplicité, la révolution de la démocratie. Alors je ne vais pas insister longtemps, c'est des thèmes que j'ai beaucoup abordés devant vous. C'est étrange qu'il faille réconcilier République et démocratie. Mais aujourd'hui, il n'y a pas de plus urgent besoin. La Constitution définit la République par 3 adjectifs. Le premier, c'est la République est démocratique. Et ensuite, on en a beaucoup parlé hier, elle est laïque. Et enfin, c'est le fond de notre réflexion, elle est sociale.
démocratique, laïque et social. Eh bien, des trois adjectifs aujourd'hui, le plus malade, c'est indiscutablement démocratique. Parce que la France est un pays qui est en train d'échapper à toutes les règles, sans exception, d'une démocratie de plein exercice. Alors je vais vous dire ce que, à mon avis, la révolution démocratique comporte. Premièrement, la reconnaissance du pluralisme dans le monde politique français. Non au pouvoir d'un seul parti, d'un seul homme. Oui, au contraire, à l'obligation de discuter, de se concerter, de trouver des accords. Après tout, le Parlement européen marche pas si mal du point de vue de la constitution de majorité et il oblige perpétuellement les groupes principaux à avoir un dialogue et à se mettre d'accord sur l'essentiel. 1. Reconnaissance du pluralisme. 2. Séparation des pouvoirs. Les premiers pouvoirs à séparer, c'est le pouvoir législatif et le pouvoir exécutif. Tant que le pouvoir législatif sera directement dépendant de l'exécutif pour son élection, naturellement, il n'y aura pas d'indépendance des pouvoirs l'un par rapport à l'autre. Et c'est pourquoi nous disons qu'il faut une loi électorale qui reconnaisse, au moins pour une partie des sièges, ce qu'est le poids légitime et respectif des grands courants démocratiques dans le pays. Première décision. Deuxième décision, elle porte sur les médias. Lorsque cette révolution démocratique s'accomplira pacifiquement, il y a une première décision à prendre, c'est soustraire l'audiovisuel public à l'influence directe du pouvoir manifestée par la nomination de son président par le président de la République. Et deuxièmement, il faut trancher une bonne fois pour toutes de cette règle que nous considérons, nous, comme essentielle et qui dit qu'il n'est pas possible que le capital des entreprises de presse dépende directement des budgets de l'État par la commande publique. Il y a là une question toute simple qui est au moins aussi importante que la question de la concentration. Et vous avez entendu des bruits sur lesquels je ne me prononce pas aujourd'hui, mais qui doivent vous permettre de voir ce qui se prépare encore dans la presse autour de ce sujet. Séparation des pouvoirs, ça concerne naturellement la justice, on en a parlé hier soir. Troisièmement, et pas la moindre des révolutions démocratiques, la reconstruction de la fonction présidentielle. Faire en sorte que pour que l'État soit impartial, le président de la République cesse d'être aussi ouvertement partisan qu'il l'est en ce moment, qu'il l'est depuis 3 ans. Il n'est pas normal que le président de la République organise des réunions partisanes à l'Élysée. Alors on me dira, mais toujours le président a de l'influence sur le parti qu'il soutient. J'espère que ça pourra continuer, même quand ces révolutions seront en route. Ce n'est pas ça que je mets en cause. Mais symboliquement, voyez ce que ça veut dire? Ça veut dire que l'Élysée, au lieu d'être la maison de tous les Français, c'est la maison de l'UMP. Eh bien, il n'est pas normal, il n'est pas légitime et il n'est pas acceptable que la fonction présidentielle ait été ainsi dévoyée en fonction partisane. Le président, ça doit être un inspirateur, mais ça doit être un rassembleur. Et pour être rassembleur, il faut qu'il considère tous les grands courants démocratiques du pays comme également légitimes à participer à la réflexion et à l'action, restauration, reconstruction de la fonction présidentielle. Enfin, il y a une quatrième idée que je veux rapidement énoncer devant vous. Je trouve que dans les décisions, notamment les décisions gouvernementales, il n'y a jamais la considération des générations à venir. Et que cette idée qui consiste à dire, il devrait y avoir quelque part une manière de faire entendre aux gouvernants quand ils prennent une décision, une étude d'impact, non pas sur l'actuel, mais sur le futur des générations à venir, en matière de patrimoine écologique et naturel, Yann, en matière de liberté, en matière d'Internet, en matière ce que vont avoir comme conséquence sur les générations à venir les décisions que l'on prend. Dernière, je n'ai pas le temps, révolution démocratique, il faut que nous pensions à la gouvernance internationale et à l'Europe. L'Europe, c'est la plus fantastique idée, c'est l'idée à laquelle profondément nous avons en nous, dans notre conviction, dans notre sentiment. Et c'est une extraordinaire chose, mais il y a un problème de gouvernance en ce moment. Les institutions,
sont devenus illisibles pour le commun des mortels. Il y a trop de présidents, il y a une espèce d'étanchéité de la délibération à l'égard des citoyens, et je suis persuadé qu'on peut trouver des décisions toutes simples, qui ne coûteront pas 1 euro, qui ne nécessiteront même pas qu'on réécrive les traités pour que l'Europe devienne accessible à nous, les citoyens. J'en cite une. Il suffirait d'annoncer 3 mois à l'avance la décision que vont prendre les instances européennes. Si elle est rendue publique 3 mois à l'avance, les citoyens, sauf urgence, mais en général il n'y a pas d'urgence, les citoyens seront en mesure de s'y investir et de s'y faire entendre. Je considère qu'il y a là une révolution à conduire et qui répondra à l'attente de beaucoup de Français. Mes amis, nous avons un devoir. Quand la tâche paraît insurmontable, quand on a l'impression que tout un peuple a la tentation de renoncer, quand des millions de femmes et d'hommes et de jeunes, par millions, cessent d'y croire, ont envie de baisser les bras, de ne plus s'occuper que de leurs affaires à eux, de leur vie à eux, quand on a l'impression que la vérité n'est plus nulle part et qu'on ne peut faire confiance à personne, ce qui est le sentiment de beaucoup de Français aujourd'hui, alors toujours, il revient à un petit groupe de femmes et d'hommes courageux de rassembler leurs forces, de relever leurs manches, de relever la vérité qu'on avait abandonnée dans la poussière, de montrer dans les broussailles le chemin que personne ne voyait plus. Et quelques mois après, une fois qu'on s'est mis en marche, on s'aperçoit que ça n'était pas si difficile que cela, qu'après tout, on peut franchir le col qui paraissait infranchissable, qu'il suffisait de faire un pas et puis un autre pas, et qu'après le col qui paraissait infranchissable, finalement, il y avait une vallée fertile et verdoyante. Et qu'importe même, nous le savons bien, s'il n'y a pas seulement un col, si après le col, il y a un autre col, quand on a franchi un col, on peut franchir tous les autres. Ça n'est pas si difficile de franchir le col infranchissable pour un grand pays comme la France, pour une grande histoire comme la nôtre. Il suffit d'avoir les idées claires. Nous avons des enfants à élever, à éduquer, à former, nous allons les former, leur donner ce qui est précieux et qui ne coûte rien et qui rapporte tout. La lecture qui ouvre toutes les portes et la culture qui réunit tous les hommes de tous les temps. Nous avons des usines à reconstruire, pas les usines d'autrefois, les usines de demain. Nous devons rendre aux fabriqués en France, fabriqués en Europe, une noblesse, une place qu'ils n'auraient jamais dû perdre. Nous avons un État à restaurer, un État redevenu impartial, l'État de tous les citoyens et pas celui d'un clan, pas celui où il faut faire la cour aux puissants pour avancer, comme on sait que c'est hélas trop le cas. Et la République des citoyens, la République des solidarités, la République du respect mutuel, la République redeviendra la maison de tous. Nous avons un équilibre à rétablir. Nous ne laisserons pas aux enfants les dettes de toute une génération, le cauchemar des dettes à payer. Nous avons l'image de la France à reconstruire et qui ne sera plus Foucade des dérives, mais de nouveau le pays qui veut la justice et la liberté pour lui-même et pour tous les hommes de tous les pays. Et de nouveau l'Europe deviendra la maison commune qui donnera espoir aux siens et espoir au monde. Et de nouveau les citoyens sauront avec certitude que si l'on ne fait pas de miracle, au moins on leur dit la vérité, et que de nouveau toutes les cartes seront sur la table et pas sous la table, connues des seuls privilégiés. Les citoyens, surtout les jeunes citoyennes et les jeunes citoyens, sauront avec certitude qu'ils ont leur chance, qu'avec du travail, qu'avec de l'effort, qu'avec de l'inventivité, qu'avec du risque, ils peuvent y arriver, ils peuvent s'affirmer, qu'ils ne sont pas tout seuls, que la France n'est pas le pays où la réussite est réservée aux fils d'eux. Et de nouveau, France, cela voudra dire pour le monde quelque chose de jeune, quelque chose de neuf, quelque chose de créatif, pour le monde et pour nous, quelque chose de juste, quelque chose d'entreprenant, quelque chose d'universel. Et vous savez pourquoi ? Parce que de nouveau, France, cela voudra dire ensemble. Je vous remercie.